Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 24 mars 2026 et notre cher ami, notre frère, Patrick Henningsen, est avec nous. Bon retour parmi nous, Patrick. Ravi d'être avec toi, Nima. Patrick, la guerre au Moyen-Orient semble atteindre un nouveau niveau. Donald Trump parle maintenant d'une forme de négociation. Nous avons eu un reportage sur CNN affirmant que les États-Unis essaient de dialoguer avec les Iraniens par l'intermédiaire, vous savez, des Turcs, des Pakistanais et des Omanais, et qu'ils font tout leur possible pour établir un contact. Et voici ce que Donald Trump a déclaré il y a quelques instants à propos de la situation. Super. Les frontières sont super. L'armée est super. Nous connaissons d'ailleurs un succès extraordinaire, comme vous le savez, en Iran. Nous en avons eu un au Venezuela et maintenant nous en avons un en Iran. Ils n'ont plus de marine, plus de forces aériennes, plus d'équipements antiaériens, plus de radars, plus de dirigeants. Les dirigeants sont tous partis. Personne ne sait à qui parler. Mais nous parlons en réalité aux bonnes personnes et ils veulent conclure un accord désespérément. Vous n'avez pas idée à quel point ils veulent conclure un accord. Et nous verrons ce qui se passera. Je veux remercier Pete Hegseth. Le travail que vous faites là-bas est vraiment incroyable. Vous, le général, et tous les autres généraux, colonels, capitaines, majors et tout le monde, n'est-ce pas? C'est quelque chose de parfait, d'extraordinaire. Nous fabriquons le meilleur équipement militaire au monde. Maintenant, nous allons le produire plus vite. Nous voulons l'obtenir plus vite. Mais nous fabriquons le meilleur au monde. Nous faisons un travail. Oui. Je pense que les points qu'il a mentionnés, Patrick, quelque chose a changé dans le ton à Washington. La façon dont il parle de la guerre a évolué depuis qu'Iran a frappé le Mona. Ouais. Et le système de défense israélien. Justement, hier, je parlais avec le professeur Ted Postol. Il a dit qu'il n'y avait plus aucun système de défense aérienne dans le pays pour protéger Israël. C'est un facteur énorme, vraiment énorme, à prendre en compte dans les calculs de Washington et d'Israël. Quelle est votre compréhension de cette nouvelle rhétorique qui circule? Oui, tu as bien fait de le souligner. Je fais beaucoup d'analyses de dialogue. J'essaie de les décortiquer, de les analyser, et aussi d'examiner le ton, la psychologie qui les sous-tend. Et il me semble que Trump adopte actuellement une attitude d'évitement. Il essaye de créer un récit de victoire, du genre « nous avons accompli tellement de choses ». Il répète tous ces éléments de langage convenus. Nous avons éliminé leur marine, nous avons éliminé leurs forces aériennes, nous avons tué tous leurs dirigeants. C'est un grand succès. Tu sais en passant qu'un président des États-Unis se vante d'un grand succès en fonction du degré auquel il a tenté de détruire ou a détruit un autre pays, c'est assez écœurant. Mais laissons cela de côté pour le moment. Voyons ce qu'il disait vraiment. Il dit en substance qu'il n'y a plus de dirigeants. Nous ne savons pas à qui parler. J'ai déjà entendu cela. Je ne me souviens plus qu'il dit tout le temps. Je sais que c'est Benjamin Netanyahou. C'est la tactique israélienne. Oh, nous voulons négocier. Mais il n'y a personne à qui parler. Ce sont tous des terroristes. Et nous les avons tous tués, en gros. Voilà donc la stratégie israélienne. On ne peut pas avoir de négociation si l'on a tué la partie adverse. Ce qu'Israël fait habituellement, et s'en sort parce qu'ils ont le soutien des États-Unis. À présent, les États-Unis ont adopté ce type de sauvagerie barbare, une diplomatie d'un niveau médiéval, si l'on peut appeler cela ainsi. Mais ce n'est pas vrai. La direction iranienne est intacte, mais elle a déclaré très clairement à plusieurs reprises qu'elle ne parlerait pas aux États-Unis. Il n'y a pas de négociation,
car les États-Unis ont déjà brûlé ces ponts en utilisant les précédentes négociations, menées de bonne foi par les Iraniens, comme couverture pour une attaque surprise. C'est ce qu'ils ont dit, ou plutôt ce que Raisi a dit. Je ne sais pas combien de fois il l'a répété au cours des dernières semaines, au moins une vingtaine de fois publiquement. C'est donc ce que le président devrait répéter s'il veut être honnête avec le peuple américain. Dire « Regardez, nous voulons discuter ». Mais les Iraniens ont déclaré qu'il n'y aurait pas de pourparlers avec les États-Unis, car nous les avons trahis trop gravement par le passé, et qu'ils régleront cela sur le champ de bataille. Ou bien, lorsque leurs intérêts de sécurité en Iran seront satisfaits, alors cela prendra fin. Ce ne sera pas par des négociations. Je n'ai jamais entendu un dirigeant américain dire cela, parce qu'ils ne savent pas comment présenter cela au peuple américain ou à un public occidental, qu'une puissance supposément faible, inférieure, dicte les conditions du règlement final. Maintenant, on peut débattre de la question de savoir si l'Iran réussira selon ces termes. C'est une question ouverte. Le sujet reste à discuter et à débattre, et nous n'aurons pas de réponse immédiate non plus, car tout indique qu'il s'agit d'un long drame qui pourrait s'étendre sur des semaines, des mois, qui sait, peut-être des années. La situation pourrait s'apaiser, puis se rallumer une fois que les États-Unis et Israël se seront réarmés, comme ils l'ont fait il y a 8 mois après la guerre de 12 jours. Cela pourrait donc faire partie d'un cycle similaire. Mais les États-Unis ne peuvent pas dire, ne peuvent pas admettre devant le monde que quelqu'un d'autre dicte les conditions. C'est impossible. Le simple fait que l'Iran fasse cela, ou tente de le faire, constitue en réalité un grand défi à l'autorité des États-Unis, à l'hégémonie américaine dans la région. Et si l'on observe comment les États du Golfe et leurs soi-disant alliés dans la région sont actuellement dans un désordre total et aussi divisés entre différentes factions au sein de pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et d'autres, ils affirment essentiellement « En réalité, non, les bases américaines représentent un risque direct pour nous, un risque existentiel pour notre survie en tant que pays, avant même de parler des dommages causés à notre commerce, à nos marchés, à notre énergie, etc. » Ils tiennent ces propos en même temps, ce qui montre qu'il n'y a même pas de consensus ni d'unanimité au sein des États du Golfe quant à savoir s'ils vont s'appuyer fortement sur les États-Unis, leur allié traditionnel, censé les protéger, ou s'ils vont au contraire s'en éloigner, les percevant comme un risque potentiel, en raison de ce que signifie l'accueil de bases américaines pour leurs relations à travers le Golfe. Et l'Iran, en ce moment, oui, on pourrait dire sur le papier qu'il est faible. Mais le fait que l'Iran continue de se battre après 4 semaines, qu'il dicte les conditions et qu'il contrôle le détroit d'Ormuz, cela ne donne pas l'impression qu'il est en train de perdre. On ne peut pas dire que l'Iran est en train de perdre. Ce n'est pas une désignation claire. Je pense que si l'on veut, ce conflit est probablement dans une sorte d'impasse pour le moment. Sur l'échelle de l'escalade, nous verrons ce qui se passera. Mais les facteurs que tu as mentionnés auparavant, Nima, sont les plus importants. Les ressources des États-Unis ne sont pas infinies en matière d'armement et de munitions, ni celles des Israéliens en ce qui concerne le dôme de fer, les intercepteurs de missiles Patriot, les intercepteurs américains et les systèmes antiaériens. C'est une ressource limitée, tout comme le fait de disposer d'un ensemble complet de groupes d'attaque navale, de groupes de porte-avions d'assaut, de tout le ravitaillement en vol et de la logistique qui va avec. Ce n'est pas infini. On ne peut pas continuer ainsi indéfiniment. Ce n'est pas la guerre permanente de George Orwell contre l'Eurasie. Cela ne fonctionnera pas. Ils ont donc un calendrier limité. Les États-Unis en ont un. Trump lui-même a un calendrier plus court, celui de la politique. Israël a un calendrier limité et Netanyahou a un calendrier politique très court.
Il doit annoncer des résultats, ou ils doivent tirer un trait sur tout cela, se rendre, déclarer la victoire, ou peu importe. Ils doivent le faire dans un laps de temps très court, car ils risquent un effondrement politique en Israël. Le régime de Netanyahou est en danger de s'effondrer, délégitimé par sa propre main, tout comme Trump avec les prochaines élections de mi-mandat. Compare cela, Nima, au calendrier de l'Iran. L'Iran travaille-t-il sur un calendrier court ou sur un calendrier très long? Je dirais, il travaille sur un calendrier très long. Donc, si c'est une guerre d'usure, je ne parierais probablement pas contre l'Iran à ce stade. De la même manière, je ne parierai jamais contre la Russie dans la guerre par procuration en Ukraine, car c'est une dynamique similaire. L'appétit du public pour une guerre impopulaire est limité. Si vous êtes l'Occident, si vous êtes les États-Unis, vous disposez d'une fenêtre de temps restreinte pour atteindre vos objectifs militaires ou politiques. C'était vrai en Ukraine avec cette guerre par procuration, et c'est vrai ici. D'une certaine façon, les États-Unis utilisent Israël comme une sorte de proxy, mais ce qu'ils font, c'est un faux proxy, comme un numéro de catch en duo. Bon flic, mauvais flic. Oh, nous discutons avec les Iraniens, dit Trump sur Truth Social. Et puis, dès qu'il dit cela, les Iraniens répondent 2 heures plus tard. Non, 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 nous ne parlons pas avec eux. Et 1 heure plus tard, Israël frappe des infrastructures énergétiques et les États-Unis déclarent « Oh, nous n'avions aucune idée qu'Israël allait faire cela. » Je veux dire, wow, Netanyahou, il faut qu'on ait une discussion avec lui. Il se comporte vraiment mal. Oui, et on est censé croire qu'il n'y a aucune coordination entre ces 2 alliés indéfectibles. Ce n'est tout simplement plus crédible à ce stade. Quiconque pense encore qu'il s'agit de 2 acteurs distincts qui ne travaillent pas main dans la main, voyons. Et je pense qu'Israël mène la danse. Je pense qu'Israël fixe clairement le rythme dans ce duo bien rodé. Mais je dirais, Nima, que cela me rappelle beaucoup la crise de Suez à bien des égards. Notamment parce que pendant la crise de Suez, les Britanniques et les Français se sont alliés aux Israéliens pour attaquer l'Égypte et reprendre le canal de Suez. Mais ils le faisaient avec une fausse alliance. Ils avaient des accords secrets qui ont ensuite été révélés. L'accord de Sèvres était un pacte secret entre les Français, les Britanniques et les Israéliens, dans lequel ils comptaient utiliser Israël comme principal chien d'attaque, tout en feignant de le retenir, afin de manœuvrer leurs forces britanniques et françaises pour finalement mettre l'Égypte en échec. Mais malheureusement, cela n'a pas fonctionné, car les États-Unis et l'Union soviétique sont intervenus pour soutenir Gamal Abdel Nasser à cette époque, en 1956. Et la raison pour laquelle cela est significatif en termes de comparaison historique, Nima, c'est que la crise de Suez a marqué la fin de l'Empire britannique et de la domination britannique au Moyen-Orient et en Asie centrale, moment où les États-Unis ont pris le relais en tant que superpuissance principale, assumant la tutelle de la région. Et je pense que ce qui se passe actuellement dans le détroit d'Ormuz est très similaire à ce qui s'est produit avec le canal de Suez, dans le sens où nous pourrions assister à un changement de l'ordre mondial. Les États-Unis perdant leur position hégémonique et dominante au Moyen-Orient qu'ils occupent depuis 1956, et nous observons la fin d'une époque. Qui prendra ce rôle? C'est une toute autre question et un tout autre débat. Mais j'oserais penser que cela pourrait accroître l'implication de la Chine, ainsi que celle de l'Iran en tant qu'hégémon régional. Et qui sait ce qu'il adviendra à la suite de cette révolution? Si le rôle du Pakistan augmentera également dans l'architecture de sécurité du Golfe Persique, en apportant une forme de soutien aux Iraniens. Mais encore une fois, ce sont toutes des questions ouvertes. Je dirais que dans les 2 cas, Suez et l'Iran, la guerre actuelle que nous voyons montre qu'un changement de l'ordre mondial est en cours à cause de ce conflit.
Il a commencé pour des raisons similaires et se déroule de manière comparable. Et le fiasco, l'échec, s'il s'avère être un échec des États-Unis et d'Israël, montre qu'ils n'ont pas encore tiré toutes les leçons de l'histoire. 4. Si l'on examine vraiment la dynamique de la crise de Suez, cela pourrait faire l'objet d'une toute autre discussion. On pourrait consacrer toute une émission à ce sujet. Je pense que l'Iran a adopté la stratégie russe en Ukraine, qui consiste essentiellement à ne pas accepter de cesser le feu tant que tous les objectifs ne sont pas atteints. Et c'est exactement ce que nous avons entendu à plusieurs reprises de la part des responsables iraniens. Comment voyez-vous le rôle des pays arabes dans ce scénario? Parce qu'en ce moment, nous avons appris que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Koweït se rassemblent. Ils veulent former une sorte de force unifiée contre l'Iran. Mais cela ne se produira pas de sitôt. Alors, comment percevez-vous l'approche de l'Iran, la manière dont il définit ses objectifs? Tout d'abord, je vois effectivement des discussions, et la plupart relèvent de la provocation d'ailleurs. C'est une provocation de la part de l'Occident et d'Israël. Ils essayent de pousser les Arabes du Golfe à réagir dans les médias, essentiellement dans l'espace politique, en disant que, eh bien, vous savez, l'Iran avait peut-être auparavant les pays du Golfe de son côté, mais après ce que les Iraniens viennent de faire, il n'y a aucune raison logique pour qu'ils se retournent contre eux, et qu'ils pourraient même se joindre à la lutte contre l'Iran. Je doute fortement que les États du Golfe participent à une quelconque action militaire contre l'Iran, pour la simple raison que cela donnerait en pratique à l'Iran le feu vert pour commencer à démilitariser l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Quant au Koweït, ce n'est qu'une base américaine, tout comme Bahreïn. Starwise Steak, je ne sais pas si j'ai oublié qu'un. Tu n'as pas besoin d'aller au Koweït. La résistance irakienne. Ouais, ce n'est de toute façon pas un vrai pays. Ce serait le glas du régime saoudien. Il serait fini. Enfin, ils sont peut-être déjà finis, d'ailleurs. Le temps le dira. Donc oui, c'est tout simplement pas crédible. Et puis regarde, l'Arabie saoudite, dans sa grande sagesse, quand MBS était ministre de la Défense, il avait quoi, 32 ans? L'administration Obama a convaincu l'Arabie saoudite d'entrer en guerre contre le Yémen en 2015. Ils ont mené cette guerre pendant 7 ou 8 ans. Et comment ça s'est terminé pour l'Arabie saoudite? Ils n'ont même pas réussi à vaincre les Houthis. Et c'était avant que le Yémen ne développe les unités de combat qu'ils ont mises en place ces dernières années, avant qu'ils n'aient des missiles et de la technologie de drones. Et malgré tout, ils n'ont pas réussi à soumettre le Yémen. L'Arabie saoudite, avec une armée moderne entièrement équipée à l'américaine et du personnel américain dirigeant pratiquement la guerre pour elle, n'a pourtant pas réussi à vaincre les Yéménites. Alors, qu'est-ce qui te fait penser que l'Arabie saoudite serait capable de mener un combat crédible contre l'Iran? C'est tout simplement risible d'y croire. Dès que les missiles iraniens frapperont et détruiront l'armée de l'air saoudienne, ainsi que quelques-unes de leurs principales bases, tu verras une foule de gens fuir le pays, direction Paris, Miami, Montréal, Londres. C'est là qu'ils iront. Dans le sud de la France, c'est là que les Saoudiens se réfugieront. Et ceux qui resteront, eh bien, ce sera la fin du régime. Cela soulève une question intéressante, dont nous avons déjà parlé, je crois. Est-ce que tout cela fait partie d'un plan global visant à affaiblir et, en fin de compte, à provoquer un changement de régime? Je suis sûr que les États-Unis et Israël envisagent peut-être cette possibilité. Peut-être que l'Iran pourrait aussi en tirer profit. Nous verrons bien. Mais pour moi, c'est une conséquence naturelle de ce que nous observons actuellement. Si le régime qatari ne parvient pas à tirer des bénéfices significatifs de son secteur gazier au cours des 5 prochaines années, je ne pense pas qu'il y aura encore une famille royale là-bas dans 5 ans.
franchement. Je ne pense pas qu'il restera grand-chose au Qatar dans 5 ans. Je veux dire, d'où viendra l'argent? Ce ne sera pas du tourisme. Je ne vois tout simplement pas comment ces États du Golfe continuent de suivre la ligne américaine après ce qui s'est passé ces 4 dernières semaines. S'ils sont à ce point incompétents et n'ont pas le courage de tenir tête aux États-Unis après ces 4 semaines, alors je pense qu'ils sont finis. Honnêtement, je ne pense pas qu'ils aient un avenir. De toute façon, ils ne rendent pas de compte à leur population. Et il n'y en a pas beaucoup dans les Émirats ou au Qatar, pour commencer. Combien de Qataris de souche vivent au Qatar? Quoi? 200 000. Combien d'Émiriens vivent aux Émirats? 300 000. Et les 4 millions restants, ou peu importe, sont tous des étrangers. Main-d'œuvre servile, classe dirigeante, classe du commerce de détail, classe financière. Tous des étrangers, venus des États-Unis, d'Europe, d'Extrême-Orient. Il n'y a pas d'Émiriens là-bas et il n'y a pas de Qataris au Qatar. Alors en fait, avec quoi a-t-on affaire ici? Qu'est-ce que sont exactement ces pays, sinon des avant-postes américains glorifiés et peut-être des paradis fiscaux offshore pour le blanchiment d'argent et d'autres formes de finances extraterritoriales? Je veux dire, c'est un peu ce qu'ils sont. C'est pas vraiment la base d'un véritable pays. Et ne pas avoir de politique étrangère indépendante, ne pas être capable de défendre ses propres intérêts fondamentaux, cela n'augure rien de bon pour l'avenir à long terme. Ils devraient donc être très inquiets. Plus cette guerre dure, et plus le fait que leurs infrastructures énergétiques et leurs économies vont être endommagées dans une certaine mesure. Ils ne pourront plus afficher ni exercer la même générosité à laquelle ils sont habitués, ce qui est très inefficace. Signifie qu'ils disposent de plus d'argent qu'il ne leur en faut et qu'ils peuvent faire des choses que des pays normaux ne pourraient pas se permettre. Ils n'ont même pas besoin d'y réfléchir. Ils peuvent commettre des erreurs, comme construire The Line en Arabie Saoudite, cette ville-mur futuriste qui traverse Neom, une ville conceptuelle. Ils peuvent se permettre ce genre de choses parce qu'ils ont plus d'argent qu'ils ne savent quoi en faire. Et au fond, ils ne sont pas vraiment redevables. C'est un peu comme si le roi avait une vision. MBS a une vision. Allons tous dans son sens. Il est tellement tourné vers l'avenir, ce MBS, tu vois? En gros, c'est ça, l'Arabie Saoudite. Je ne pense pas que cela se reproduira dans la région. Je crois que la région a changé ces dernières semaines. Je ne pense pas qu'elle reviendra un jour à ce monde de contes de fées, fait de civilisation artificielle dans le désert, totalement intenable, financièrement, économiquement et politiquement. C'est la réalité. Et l'Iran l'a mise en lumière. Alors soit on s'aligne sur la réalité du Golfe, soit, à mon avis, ils sont finis. À terme, ils disparaîtront. Ça prendra peut-être 1 an ou 2, peut-être 3, 4 ou 5, mais je ne pense pas qu'on verra encore ces mêmes régimes à l'avenir, au rythme actuel, à moins qu'ils ne s'adaptent, à la nouvelle réalité. Alors, tentent une chance de survivre. Patrick, nous avons eu un nouvel assassinat en Iran. Un scientifique, professeur d'université, a été tué par les Israéliens. Beaucoup de gens en Iran affirment que si Israël continue ce genre d'action, alors l'Iran devrait répondre en visant un bâtiment entier de chercheurs liés à l'armée israélienne. Et tu sais, la situation devient très sensible en Iran. Si Israël poursuit ce type d'attaque contre des civils iraniens, il ne s'agit pas de militaires, mais de professeurs d'université, pour la plupart des universitaires. Alors, selon toi, quelle serait à long terme la solution pour l'Iran? Parce que ces gens-là assassinent quiconque ils décident de viser. Le gouvernement Netanyahou, comme tu l'as déjà mentionné, se vante de ces assassinats, se vante de tous ces actes odieux de leur part.
C'est au-delà de toute limite à ce stade. Israël a prouvé au monde qu'il s'agit d'un régime criminel méprisable, avec un niveau de sauvagerie et de barbarie absolue affiché au grand jour. Je veux dire en gros, oui, nous allons tuer tout un immeuble d'habitation pour atteindre un universitaire ou un scientifique, parce que nous voulons éliminer les dirigeants intellectuels des domaines scientifiques et technologiques en Iran, puisqu'ils pourraient contribuer au programme nucléaire civil. Et donc, nous nous estimons justifiés de tuer un nombre illimité de femmes et d'enfants autour d'eux, et nous appellerons cela des dommages collatéraux, et nous nous en moquons parce que nous sommes Israël. Et oui, ce genre de mentalité ethno-suprémaciste, c'est la même chose. On y retrouve le même type d'esprit barbare et raciste, le même terrorisme d'État violent. Il suffit de regarder Gaza, de voir l'enfer qu'est Gaza. C'est le résultat direct de cette même mentalité criminelle, meurtrière et génocidaire. Voilà le problème avec l'État d'Israël. Et le problème, c'est que les États-Unis soutiennent cela. Les États-Unis l'appuient. Ils approuvent toutes ces actions d'Israël parce qu'ils partagent eux-mêmes les mêmes valeurs qu'Israël. C'est une mentalité profondément ancrée, raciste, anti-musulmane, anti-arabe, anti-Moyen-Orient et anti-Asie centrale. Et pour moi, si l'on prend vraiment du recul, on se rend compte que pas grand-chose n'a changé depuis l'époque coloniale. Et franchement, si l'on remonte encore plus loin, jusqu'aux croisades, c'est malheureusement la même mentalité. C'est une vision eurocentrée, raciste et ethno-suprémaciste, qu'ils habillent de religion pour faire passer l'idée qu'ils sont supérieurs, alors qu'en réalité, ils commettent les crimes les plus odieux contre l'humanité au quotidien. Je veux dire, regardez ce que les Israéliens font au Liban en ce moment. Personne ne s'en soucie. Personne n'a un mot à dire à leur sujet. Ils peuvent tuer, mutiler, piller et commettre un génocide dans toute la région. Et personne en Europe n'a le courage de s'y opposer. Aucun gouvernement ne dit « Non, nous allons sanctionner Israël maintenant ». Parce que laissez-moi vous dire, si suffisamment de pays commençaient à sanctionner Israël, les choses se calmeraient assez rapidement. Mais ils n'ont pas le courage de le faire, pour diverses raisons. Soit ils sont récupérés, soudoyés, victimes de chantage, qui sait. Mais les résultats sont assez clairs. Et l'autre aspect malheureux de tout cela, c'est que cela montre qu'il y a une différence dans la manière dont l'Iran mène sa guerre. Depuis le début de ce conflit, et si l'on remonte à la guerre de 12 jours, on peut revenir à True Promise 1, 2, 3, 4. Israël attaque des civils en toute impunité et sans vente. Quand l'Iran riposte, il le fait toujours de manière très mesurée, afin d'éviter les pertes civiles, car l'Iran a toujours été clair et explicite sur le fait que son combat ne vise pas le peuple, mais le régime, le gouvernement et la source de l'agression, qui provient des établissements militaires, du renseignement et de la défense en Israël et aux États-Unis. Mais malheureusement, les États-Unis n'ont pas le sens de l'honneur nécessaire pour répondre de la même manière, et ils se contentent volontiers d'ignorer les règles de la guerre. Je veux dire, il y a même une sorte de secrétaire à la défense américain psychotique qui s'est autoproclamé secrétaire à la guerre, d'une manière digne d'une bande dessinée de DC Comics. En gros, il dit qu'il faut se débarrasser des soi-disant stupides règles d'engagement pour que nos combattants puissent exercer une létalité maximale, n'est-ce pas? Il faut libérer nos combattants. Ils n'appellent même plus leurs soldats des soldats. Même les nazis appelaient encore leurs soldats des soldats. Mais les États-Unis rebaptisent leurs soldats en combattants. Même pour Goebbels, c'était aller trop loin. C'est dire à quel point l'administration américaine et l'establishment militaire sont tombés bas en ce moment. Ils sont tellement perdus dans une sorte de monde fantasmatique et délirant, persuadés qu'ils peuvent bombarder et tuer pour atteindre la victoire,
parce que c'est la seule stratégie perceptible qui émane de Washington. Ils se vantent du nombre de personnes qu'ils ont tuées, de toute la misère qu'ils ont causée. C'est la même chose avec Cuba. Nous sommes si fiers d'avoir affamé les Cubains et de voir que leurs hôpitaux ne fonctionnent plus. Nous leur avons vraiment donné une leçon. Nous avons fermé tous leurs hôpitaux et les gens meurent dans les couloirs. Et c'est un grand succès, dit Trump. C'est un grand succès. Nous gagnons à Cuba. Regardez cette famine, cette privation. Nous gagnons. C'est complètement dérangé, dépravé. C'est le point le plus bas de l'histoire américaine en ce moment. Ce président est de loin le pire président des États-Unis de toute l'histoire du pays, et il a plongé le pays dans un tel déshonneur et une telle discréditation. Et malheureusement, il est entouré de lâches, démocrates et républicains à Washington, qui ont peur de le contenir parce qu'il pourrait nuire à leur propre portefeuille d'action, puisqu'ils s'enrichissent tous grâce à cela. Trump lui-même et son cercle rapproché parient sur le prix du pétrole. Regardez le marché boursier du S&P. Il monte quand Trump tweet « Oh, j'ai conclu un accord avec les Iraniens, nous sommes en pourparlers ». Il a fait ça hier. Un mensonge total. Un mensonge total. Parce que les Iraniens ont réagi à midi en disant « Non, de quoi parle-t-il » Donc le marché a grimpé quand Trump a publié sa vérité. Ce qu'il appelle la vérité est tellement stupide. Truth Social est essentiellement une plateforme de mensonges et de propagande. Mais Trump diffuse ça, et il sait que le marché va réagir. Tous ses copains de Wall Street ont déjà pris leurs options d'achat. Et puis le marché bondit de 2000 milliards de dollars en capitalisation boursière. Ensuite, le démenti de l'Iran arrive et le marché perd 1000 milliards de dollars de capitalisation. Il s'effondre. Mais tous ses copains ont probablement placé leurs options de vente, donc ils gagnent de l'argent sur la hausse et ils gagnent de l'argent sur la baisse. Puis Israël intervient à son tour et attaque les infrastructures iraniennes, tandis que Trump, Witkoff et l'équipe des fausses négociations font leur numéro habituel en prétendant négocier un cessez-le-feu, alors qu'en réalité, ils ne font que couvrir une attaque israélienne. À chaque fois. Leur comportement est totalement prévisible. Je parierais toujours contre eux, de la même manière que je parierais contre Jim Cramer et CNBC chaque fois qu'ils donnent un conseil boursier. Je veux dire, il suffit de faire l'inverse de Cramer et vous réussirez sur les marchés. C'est le vieil adage. C'est la même chose avec ces deux agents israéliens. Et franchement, Steve Witkoff et Jared Kushner, qu'est-ce qu'ils sont? Sinon des agents israéliens glorifiés qui devraient probablement s'enregistrer au titre du FARA comme agents étrangers. Et ce sont nos principaux négociateurs pour le Moyen-Orient. C'est un peu problématique. Pensez-vous qu'ils aient un conflit d'intérêts entre les intérêts américains et israéliens? Je pense que c'est une question légitime à ce stade. Nous avons appris que le Pentagone déploie 3000 soldats de la 82e division aéroportée dans le golfe Persique. Quand on voit ce genre de chiffres, 4000, 2000, puis 3000 qui se rassemblent, je ne sais pas, ça va finir par faire 12 000 ou 20 000. C'est une plaisanterie. Je ne sais pas s'ils croient vraiment pouvoir faire quelque chose sur le champ de bataille, au sol, même en entrant en Iran ou quelque part près du golfe Persique, à proximité du détroit d'Ormuz. Je ne peux pas simplement écarter cette idée pourtant, parce que je pense que Donald Trump et Pete Hegseth, ce ne sont pas des gens rationnels. Et je ne sais pas quelle serait l'escalade si cela arrivait et qu'ils se faisaient tous tuer pendant le combat, car je ne vois pas d'autre issue. Ils vont se faire tuer par les Iraniens. Alors, quelle serait la conséquence de cela pour Donald Trump et son administration?
Écoutez, si vous déployez 4000 hommes de la 82e division aéroportée et des Texas Rangers ou peu importe, si vous envoyez ces marines sur l'île de Karg pour tenter de la reprendre, de l'occuper ou quoi que ce soit, vous allez avoir au moins un mort sur 10. Cela signifie donc 4000 jeunes soldats américains tués. Mais ce qu'il faut comprendre à propos de la mentalité de cette administration, c'est son inefficacité. C'est Marcus Crassus. C'est Trump. Il prendra les soldats américains morts et s'en servira comme cri de ralliement pour intensifier encore davantage le conflit. Voilà la mentalité à laquelle vous avez affaire ici, avec ce régime particulier et la coterie de faucons de guerre, de fous et d'escrocs, parmi lesquels Trump est entouré du plus grand des escrocs. Ce sont les seules personnes qui sont aujourd'hui irrésistiblement attirées par l'idée de servir dans l'administration Trump. Et il les utiliserait donc comme des pions sacrificiels. Posons simplement une question au public. Pensez-vous qu'Israël s'en soucie? Dans quelle mesure Israël s'intéresse-t-il à, disons, 400 ou 1000 soldats américains morts? Pensez-vous qu'il s'en préoccupe? Quel serait l'intérêt d'Israël? Si vous allez voir un planificateur israélien et que vous lui dites « 1000 soldats américains morts à l'île de Karg, général de Tzahal, qu'en dites-vous » Il répondrait « Très bien, très bien. Nous pouvons exploiter cela. Amplifions cela dans les médias américains. Mettons les Américains vraiment en colère et ensuite nous finirons cette guerre. » Ainsi, Israël considère les soldats américains comme de la chair à canon. Et chaque militaire, officier et général américain doit comprendre que c'est le rôle qu'ils jouent. C'était le rôle qu'ils ont joué en Irak. Ils ont servi de chair à canon pour le lobby israélien. Ils ont aussi servi de chair à canon pour Halliburton, pour B.T. Balfour, pour Bechtel, pour Kellogg Brown & Root, pour Lockheed Martin et pour Boeing. C'est pour eux que vous vous battez si vous êtes un militaire américain. Vous ne vous battez pas pour la liberté. Vous ne vous battez pas pour les étoiles et les bandes. Vous ne vous battez pas pour l'Amérique. Vous ne vous battez certainement pas pour protéger et défendre la Constitution des États-Unis contre tous les ennemis, étrangers et domestiques. Vous vous battez pour Israël, soyons clairs, et vous vous battez pour le pétrole. Vous vous battez pour que les compagnies gazières américaines atteignent une position dominante sur le marché. Vous vous battez pour Palantir, les géants de la tech, OpenAI. Vous vous battez pour Sam Altman, c'est pour lui que vous vous battez. Vous vous battez pour Elon Musk afin qu'il puisse gagner un autre billion de dollars au cours de la prochaine décennie. C'est pour eux que vous vous battez, car c'est cette machine qui alimente la politique américaine en ce moment. Entre le lobby pro-israélien et le complexe militaro-industriel américain, c'est pour eux que vous vous battez. C'est pour eux que vous allez mourir, au bout du compte. Cela n'a rien à voir avec la liberté américaine, ni avec la protection de l'Amérique. Absolument rien. Alors, gardez bien cela à l'esprit, car cette équation ne changera pas. Mais ce que les États-Unis essaient de faire, et on le voit dans la rhétorique, surtout avec la fausse attaque sous faux drapeau contre Diego Garcia, qui semble être une mise en scène, c'est de présenter la situation ainsi. Ah, l'Iran dispose de missiles balistiques intercontinentaux capables d'atteindre les côtes des États-Unis. C'est donc une menace imminente pour le territoire américain. Et par conséquent, il faut intervenir, et nous avons maintenant une raison de combattre. Après avoir déclenché la guerre, après avoir bombardé l'Iran, tué des civils iraniens, détruit leurs infrastructures, assassiné leurs dirigeants, nous n'aurions pas pu donner au peuple américain une excuse valable pour avoir lancé cette guerre non provoquée. Mais maintenant, après 4 semaines, nous avons enfin trouvé cette justification. Ils ont tiré sur Diego Garcia, notre base dans le sud de l'océan Indien. Eh bien, il est très clair que les preuves indiquent que l'Iran ne l'a pas fait.
C'était une attaque sous faux drapeau. Elle a été lancée soit par les Israéliens, soit par les États-Unis eux-mêmes, soit par une tierce partie. Mais ce n'était certainement pas l'Iran. C'était le meilleur moyen qu'ils aient trouvé pour fabriquer une histoire selon laquelle l'Iran représenterait une menace pour le territoire américain. Et ils ont fait la même chose avec la Grande-Bretagne, car Diego Garcia est partagé entre les Britanniques et les Américains. Il n'y a qu'une centaine de militaires britanniques stationnés là-bas, contre des milliers de soldats américains. Mais les Britanniques ont utilisé cela pour faire pression sur le Premier ministre britannique, la presse belliciste, comme le Telegraph et une partie de la presse de droite de Murdoch. Ils font pression sur Keir Starmer en disant qu'il dissimule l'attaque contre Diego Garcia. Et cela signifie que l'Iran a frappé des intérêts britanniques. Ils ont fait la même chose avec ce qui semble être une attaque sous faux drapeau contre la base de la HAF Akrotiri à Chypre, que beaucoup ont d'abord prise pour une attaque de drone iranien. Mais il s'avère que les preuves montrent clairement que ce n'était pas le cas. Pourtant, la presse britannique s'en est servie pour entraîner le Royaume-Uni dans la guerre. Alors, qui en profite? Israël en profite. Mais c'est exactement ce qu'ils ont fait, Nima. En 2003, ils ont dit qu'il fallait entraîner la Grande-Bretagne dans la guerre. Quand on regarde la campagne de propagande de l'époque, surtout dans la presse à sensation, dominée alors par News Corporation et la presse de Murdoch, ils avaient besoin d'un récit affirmant que Saddam Hussein menaçait la Grande-Bretagne. Sinon, il était difficile d'amener le Royaume-Uni à aller, je cite, côte à côte à les Américains. Et les Américains ne pouvaient pas intervenir unilatéralement, car ils avaient besoin de donner l'apparence d'une coalition. Ils n'avaient pas obtenu l'adhésion internationale de la France et d'autres grands pays européens qui refusaient catégoriquement la guerre en Irak en 2003. Alors, ils ont inventé une histoire selon laquelle Saddam Hussein possédait des missiles Scud qu'il pouvait lancer en 45 minutes ou moins, pouvant potentiellement atteindre une base de la HAF à Chypre. C'était la une qui dominait les médias britanniques cette semaine-là. 45 minutes ou moins, Saddam vise la Grande-Bretagne. Et c'est vraiment sur cette base-là que tout s'est joué. Donc, je regarde cet événement factice de Diego Garcia, ce faux drapeau de la semaine dernière, et c'est identique aux 45 minutes ou moins de Saddam, en termes de la manière dont il a été exploité politiquement en Grande-Bretagne, pour pousser le gouvernement à se rapprocher encore davantage des États-Unis, côte à côte, dans ce qui est clairement une guerre illégale, non déclarée et non provoquée, fondée sur le choix et l'agression. Je vais essayer de le présenter ainsi. C'est encore une fois comme la crise de Suez, Nima. Tu sais, la crise de Suez, Anthony Eden était alors Premier ministre britannique, et cette opération a été son tombeau. Elle l'a détruit. Ce fut la fin de sa carrière et la fin de l'Empire britannique. Donc c'était une double fatalité pour l'Empire britannique. Mais son argument principal, en abordant la question, était « Nous ne pouvons pas apaiser Nasser, car Nasser est un dictateur malfaisant. Nous avons apaisé Hitler et le fascisme pendant la Seconde Guerre mondiale, à peine une quinzaine d'années plus tôt, et regardez ce que cela a provoqué. Cela a conduit à la Seconde Guerre mondiale. » Il a donc utilisé cette idée, ou plutôt ce point de propagande populaire. Et les Britanniques, en réalité, n'ont pas apaisé Hitler. D'ailleurs, les Britanniques soutenaient Hitler jusqu'à la toute dernière minute. Tout le monde pariait sur le fait qu'Hitler serait l'avenir de l'Europe, jusqu'à ce que les choses prennent un tournant radical vers la fin, et que les forces alliées reconfigurent leur position géopolitique à ce sujet. Mais cette idée selon laquelle il faut arrêter l'apaisement, vous entendez les Américains le dire tout le temps. Ils ont fait la même chose avec Saddam. Nous ne pouvons pas apaiser Saddam. C'est un dictateur brutal. C'est le prochain Hitler.
Ils ont utilisé ces clichés. C'est exactement ce qu'ils font ici. Ce qu'ils ont fait, très habilement, c'est de ressortir l'ancien argument de l'apaisement, en disant que si nous n'agissons pas, cela mènera à une guerre mondiale. C'est pourquoi nous devons agir maintenant. C'est exactement ce que les Britanniques ont fait à Suez. Et ensuite, ils font la même chose avec l'Iran. Le discours dominant en Amérique, c'est que l'Iran est le principal État sponsor du terrorisme. C'est l'équivalent historique, en termes de propagande, de « nous ne devons pas apaiser Hitler à nouveau », en gros. Mais l'affirmation selon laquelle l'Iran est le principal État sponsor du terrorisme n'est pas vraie. C'est une fiction, un argument de propagande fabriqué de toutes pièces. Ce qu'ils essayent de faire, c'est d'intégrer l'Iran dans la guerre mondiale contre le terrorisme. Le cadre de propagande post-11 septembre que l'Occident entretient depuis 25 ans. Et ce faisant, cela crée une impulsion. Nous devons agir maintenant, car nous ne voulons pas revivre un autre 11 septembre. C'est la progression psychologique sous-jacente à cette propagande. C'est pour cela qu'elle est efficace, et c'est pour cela qu'ils peuvent l'exploiter politiquement aux États-Unis. Que ce soit vrai ou non, n'a pas d'importance. Qu'il existe ou non des preuves que l'Iran est le principal État soutenant le terrorisme. En gros, c'est ce qu'affirment les États-Unis et les Israéliens. Car quiconque résiste à Israël, que ce soit le Hezbollah au sud-Liban, les gardiens de la révolution islamique ou le Hamas, est étiqueté de cette manière. Le Hamas est sous occupation illégale d'Israël selon l'ONU et de multiples résolutions onusiennes, tout comme les Palestiniens. Ils ont donc le droit de mener une lutte de libération armée. Mais riposter contre Israël, là, on appelle ça du terrorisme. Le Hezbollah, même chose. Le Hezbollah n'existerait pas si Israël n'avait pas envahi et occupé le sud-Liban, menant une occupation brutale de la population libanaise locale, ce qui a conduit à la naissance du Hezbollah comme milice de défense armée du Sud-Liban. Plus tard, il a été désigné comme groupe terroriste par les Israéliens, qui ont fait pression sur les Américains pour qu'ils fassent de même, puis sur les Britanniques, et ensuite sur les Européens. Ainsi, tout le monde en Occident se dit « Waouh, ce sont forcément tous des groupes terroristes ». Et ils ont qualifié Qassem Soleimani de terroriste, ce qui est devenu la justification pour l'assassiner. En réalité, les États-Unis et l'Occident armaient, soutenaient et fournissaient une aide militaire ainsi qu'un appui logistique et en renseignement à Al-Qaïda et à ses affiliés partout dans le monde, ainsi qu'aux affiliés de l'État islamique et peut-être même à l'État islamique lui-même, qui envahissait et déstabilisait la Syrie depuis plus d'une décennie. Voilà la réalité. Et qui combattait Al-Qaïda et l'État islamique en Syrie et en Irak? Qassem Soleimani, les forces al-Quds iraniennes, le Hashd al-Sha'bi et les milices chiites. Ils combattaient sur leur propre territoire pour repousser une invasion étrangère de terroristes djihadistes armés et soutenus par les États-Unis et leurs alliés, et financés par le Qatar, l'Arabie saoudite et les États du Golfe. Ainsi, les véritables États parrains du terrorisme, à un niveau sans précédent dans l'histoire, sont les États-Unis et leurs alliés. Les États-Unis étant de loin les champions du monde dans cette catégorie. Et avec Israël derrière eux, ainsi que les Britanniques, probablement les Français et les États du Golfe. D'accord. Et la Turquie a joué son rôle en soutenant ces groupes terroristes pour la déstabilisation de la Syrie, car c'était l'objectif stratégique numéro 1 d'Israël. Donc, tous ceux qui scandaient « Assad doit partir, Assad », y servaient les intérêts des Israéliens, parce que cette politique vient du lobby israélien. Il suffit de regarder le document Clean Break, qui a été promu au milieu des années 1990. C'étaient tous des lobbyistes israéliens, des agents israéliens au sein du mouvement néoconservateur. Et on peut voir que l'articulation du changement de régime, de la déstabilisation, du renversement de gouvernements comme la Syrie, la Libye et d'autres, vient directement de ce groupe précis de personnes.
Et c'est devenu la politique des États-Unis, ce qui inclut le soutien à des groupes terroristes par procuration. Donc, encore une fois, ce que je fais, c'est simplement déconstruire tout l'édifice de la propagande politique occidentale utilisée pour présenter les événements que nous voyons au Moyen-Orient et pour diaboliser un pays comme l'Iran, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire de ce que les Américains, les Israéliens et les Britanniques prétendent. Et ils font cela pour justifier leur propre forme de largesse criminelle. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité et simple vol de ressources également. En résumé, Nima, je suis désolé, mais j'ai déjà donné des cours sur la propagande à l'université, donc c'est un sujet que je connais très bien et qui me passionne. Je pense, Patrick, qu'au front au Liban, les Israéliens parlent d'occuper la partie sud du Liban jusqu'au fleuve Litani, et ils déplacent leurs forces dans cette direction. Penses-tu que nous allons assister à une nouvelle bataille sur le terrain entre Israéliens et Libanais, une sorte d'escalade? Nous avons déjà des affrontements en ce moment même, mais pourrait-il y avoir une nouvelle escalade sur ce front? Imagine simplement cela. Alors qu'Israël gère ce qui se passe dans la partie sud de son propre territoire, il veut aussi occuper la partie sud du Liban jusqu'au fleuve Litani. D'un autre côté, on voit des responsables israéliens supplier désespérément, comme tu l'as mentionné, l'opération sous faux drapeau à Diego Garcia, supplier désespérément les Européens de rejoindre le combat parce qu'ils ne veulent pas affronter les Iraniens. Ils veulent que les Européens combattent l'Iran. Ils veulent que les États-Unis combattent l'Iran. Ils veulent, tu sais, impliquer ces États arabes. Ils ont tout fait. Tu te souviens, quand la guerre a commencé, l'attaque contre l'Azerbaïdjan, l'attaque contre la Turquie, les attaques contre Oman, ils ont tout fait pour manipuler la situation. Cela doit être révélé. Si les gens comprenaient ce schéma de fausses attaques et de manipulation dont les Israéliens se sont jusqu'à présent essentiellement tirés d'affaire, personne ne les a tenus pour responsables, à part les personnes des médias indépendants qui soulignent l'évidence. Il n'y a aucun prix à payer pour les Israéliens. Cela devrait vous dire tout ce que vous devez savoir sur ceux qui ont conçu et dirigent cette guerre. Et même si vous ne croyez pas à une relation en duo, une sorte de fausse relation de catch façon WWF entre Washington et Israël, entre Washington et Tel Aviv sur ce sujet, même si ce n'était pas le cas, ils sapent complètement toute chance de règlement négocié, car ils attaquent immédiatement dès qu'il y a des discussions. C'est donc assez évident. Mais les États-Unis veulent aussi amener les pays européens à participer à l'ouverture du détroit d'Ormuz. En réalité, tout ce qu'ils font, c'est essayer d'y faire venir des forces navales européennes, des troupes européennes, leur coller une grande cible dessus, puis utiliser cela ou d'éventuelles pertes européennes pour rallier l'Europe et l'OTAN. Ils peuvent ainsi s'aligner sur les États-Unis et Israël et les entraîner dans cette guerre. C'est tout ce que Trump essayait de faire. Désamorcer la pression en impliquant quelques acteurs européens supplémentaires. Et il les a insultés, il les a humiliés. Il a dit, « Eh bien, pourquoi ne venez-vous pas nous aider? Vous ne servez à rien. Et nous n'aurions pas dû vous aider en Ukraine. » Même si les États-Unis ont eux-mêmes déclenché la guerre en Ukraine. Encore une fois, le même schéma. Mais oui, je ne pense pas que cela va fonctionner cette fois, car il y a maintenant des politiciens européens qui commencent à s'exprimer et à dire, en gros, l'évidence, que les États-Unis ont clairement déclenché tout cela. Nous n'allons pas venir nettoyer leur désordre. J'ai entendu cela, de manière surprenante, de la part de certains politiciens européens de droite, très en vue également. D'habitude, ils participeraient peut-être à l'effort de guerre,
mais pas cette fois. Ce n'est pas bon signe pour Trump et Israël s'ils espèrent rallier les Européens. Je crois que l'OTAN est partie, ils avaient un déploiement en Irak, et je pense qu'ils ont plié bagage pour cette raison précise. Il y a probablement eu une décision consciente au niveau de l'OTAN, selon laquelle les pays européens ne veulent pas être contraints ou entraînés inutilement dans ce conflit. Et c'est pour cela qu'ils sont partis. Mais bref, oui, je pourrais parler davantage de ton autre point, mais il faudra que tu me rappelles où tu en étais là-dessus. L'autre point, laisse-moi soulever autre chose, Patrick, c'est la question interne. Tu sais, la dynamique aux États-Unis en ce qui concerne le soutien à Donald Trump. CNN rapportait que le soutien à Trump commence à s'effriter un peu. Et il y a un reportage sur CNN que je trouve important, parce que nous parlons du système de défense aérienne d'Israël. Nous parlons de la manière dont la guerre est en train de remodeler les choses. Mais l'autre point important, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Et cela, à mon avis, revêt une importance particulière pour Donald Trump. Et voici ce que CNN a rapporté, Patrick. Les républicains ont remporté les élections de 2024 grâce au soutien des électeurs masculins. La seule façon pour eux de gagner, compte tenu de l'écart entre les sexes dans ce pays, est d'avoir le soutien des hommes. Et les électeurs masculins sont en train d'abandonner Donald Trump. Regardez ici, cela révèle tout. Bon, la position de Trump auprès des hommes. En novembre 2024, il a battu Kamala Harris parmi eux avec 13 points d'avance. 13 pointes. Regardez où il en est maintenant en termes de cote d'approbation nette. Elle chute. C'est un déplacement de 20 points à l'encontre de Donald Trump. Il est désormais à 7 points en dessous de l'eau parmi les hommes. Je pense qu'il sera très difficile pour les républicains de bien s'en sortir lors de ce cycle de mi-mandat si Donald Trump est en difficulté auprès des hommes. Comme mon oncle l'a écrit un jour, « Là où sont les garçons, là où sont les hommes. Ils sont en train de couler en ce qui concerne Donald Trump. » D'accord. Donc ça, c'est pour l'ensemble des hommes. Mais qu'en est-il des jeunes hommes qui ont vraiment eu de l'influence? Oui, les jeunes hommes. Bien sûr, il y a eu un énorme basculement vers Donald Trump entre 2020 et 2024 parmi les jeunes hommes. Et regardez ici. Waouh! Aïe, aïe, aïe. Les hommes de moins de 25 ans à propos de Trump, il les a remportés en 2024 avec 5 points d'avance. Regardez où il en est maintenant. Son taux d'approbation net est bien plus bas, à moins 19 points. C'est presque un écart de 25 points contre le président des États-Unis. En ce qui concerne les hommes de moins de 45 ans, ceux qui avaient transféré leur allégeance au Parti républicain voient ce que fait le président. Ils n'aiment pas ce qu'il fait et ils se sont vraiment détournés du président, les hommes de moins de 45 ans. Qu'est-ce précisément qu'ils n'aiment pas? C'est très important pour Donald Trump, car il se dirige vers les élections de mi-mandat. C'est pour cela que j'en ai parlé. Je pense que tout se résume au calcul du côté de l'administration Trump. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je suis en Amérique en ce moment. Je suis en apparence dans un État rouge, l'Arizona, et j'entends déjà parler des bons vieux gars. On les appelle comme ça. Ce sont les types armés jusqu'aux dents, défenseurs du Second Amendement, conservateurs, MAGA, populistes. D'accord. Et je vois déjà des signes de dissension parmi les rangs des bons vieux gars. Donc c'est pas, je veux dire, il y a des gens qui soutiendront Trump quoi qu'il arrive. S'il larguait une bombe nucléaire et que nous étions tous réduits en cendres, ils porteraient encore leur casquette rouge et agiteraient leur drapeau jusqu'à la toute fin. Il aura toujours ce pourcentage de fidèles. Mais je pense que, en ce qui concerne la coalition qu'il a réunie pour gagner,
la marge par laquelle il a remporté les élections de 2024, cela a été interprété comme un mandat en politique américaine. Comme Stephen Miller nous le rappelle sans cesse, nous avons gagné les élections, et les élections ont des conséquences. Le peuple américain a choisi ce président pour aller, vous savez, tabasser et tirer sur des gens dans les rues de Minneapolis. C'est la ligne du parti, selon les Stephen Miller de ce monde. Mais la réalité, c'est que les chiffres des sondages que vous avez montrés là, ils ne récupéreront jamais ces gens-là. Ces membres de la génération Z, ces milléniaux, ces jeunes hommes, ils ne reviendront pas vers Trump. Quand on parle aux jeunes, ils sont dégoûtés par lui. Et ce sont des gens qui l'auraient soutenu il y a à peine 18 mois. Pourquoi? Parce qu'il les a tous trahis. Parce qu'il a fait campagne d'une certaine manière et qu'il fait maintenant exactement le contraire de ce qu'il avait promis. Et il n'aurait jamais obtenu tous ces électeurs indépendants autrement. Il n'aurait jamais obtenu le soutien de tous ces centristes démocrates, des partisans de Bernie et de tous les autres. C'était à cause de sa position anti-guerre, plus de guerre de changement de régime. C'est comme ça qu'il a eu leur voix. Beaucoup de gens, y compris de nombreux conservateurs, ont dit que c'était la question unique qui avait fait élire Trump, qu'ils avaient voté pour lui uniquement sur ce point. Ils pouvaient le détester tout ce qu'il représente. Mais ces gens en Amérique ont voté pour lui sur cette base. Il les a tous trahis. Il ne les récupérera jamais. Et si l'on regarde les chiffres concernant les indépendants que CNN ne montrait pas à ce moment-là, ce même présentateur qui fait des sondages intéressants avait montré, je crois avant Noël ou juste autour de janvier, qu'il était à -4 chez les indépendants vers Noël. Il avait donc déjà perdu. Je veux dire, c'était le vote décisif. Tous les États clés avec ces marges infimes et toute la Rust Belt, le Michigan, le Wisconsin, ce sont tous des indépendants, des populistes indépendants. Et ils ont voté. La question de la guerre était probablement l'un de leurs principaux sujets de préoccupation. Donc il les a perdus. Il ne les récupérera jamais. Ils ne pourront pas les regagner pour les élections de mi-mandat. C'est fini. Toutes ces circonscriptions que Trump a essentiellement perdues au cours du dernier mois et demi, il ne les récupérera jamais. Elles feront campagne contre lui. Beaucoup d'entre eux à qui je parle, je connais maintenant des républicains qui passent chez les démocrates pour pouvoir voter contre les vats en guerre. Ils veulent évincer les républicains lors des primaires du Congrès et du Sénat à cause de la War Powers Act, qu'ils ont en gros fait échouer à la fois à la Chambre et au Sénat. Et ils veulent évincer Trump en 2028. Donc ils veulent aider les démocrates. C'est ce qui se passe en politique. Je ne vois tout simplement pas comment les républicains peuvent s'en remettre. Mais cela soulève un autre point, Nima. Le lobby israélien est omniscient et tout-puissant dans la politique américaine. Il dépense des centaines de millions, voire des milliards de dollars par an pour influencer le vote et l'élaboration des politiques de nos membres du Congrès, de nos sénateurs et du président. Ils ont une emprise particulière sur le président actuel, et cela, rien que sur le plan financier. Je parle simplement du côté financier. Alors, est-ce qu'ils s'en soucient vraiment? Dans quelle mesure Israël se soucie-t-il que les républicains conservent la Chambre ou le Sénat? Ils ont leur guerre. Ils ont leur guerre illégale, leurs occupations. Ils ont déjà leur génocide. Ils s'en moquent parce qu'ils travailleront simplement avec les démocrates. Les démocrates arrivent au pouvoir, Israël se mettra au travail. Ils ont leur lobby, leur relais médiatique, leur chien d'attaque, l'ADL, tous ces différents outils à leur disposition pour façonner le discours politique, la politique et la législation des États-Unis. Même la sécurité intérieure. Les gens se demandent, eh bien, quel rapport le département de la sécurité intérieure a-t-il avec Israël?
Je vais tout vous dire, tout ce qui concerne Israël. Et donc, bien sûr, un partisan total d'Israël a été placé là, retiré du Sénat américain, je crois. Encore une fois, un siège sûr quitté au Sénat pour rejoindre le département de la sécurité intérieure. Et pourquoi cela? Pourquoi cela? Parce que la sécurité intérieure et ce qu'elle fait et façonne dans le contexte intérieur américain en matière de définition des menaces terroristes. Eh bien, avec ce nouveau secrétaire à la sécurité intérieure, ils vont passer de l'immigration à la soi-disant menace terroriste iranienne. Et c'est pour cela que le lobby israélien a choisi Mark Wayne Mullin, je crois que c'est son nom, comme secrétaire à la sécurité intérieure. Parce qu'il prévoit de réorienter l'agenda intérieur afin de se concentrer sur la création du fantôme de la menace terroriste iranienne sur le sol américain. Et c'est ce qui va orienter le récit américain. Nous pourrions donc bientôt assister à un autre scénario du type 11 septembre, offert gracieusement par nos bons amis de la planification centrale. Qui sait? Mais voilà le problème. N'importe qui pourrait devenir secrétaire du DHS. On pourrait choisir quelqu'un de la patrouille frontalière, de l'armée américaine. Pourquoi prendre quelqu'un d'un bureau? Mais tous les choix de Trump pour son cabinet viennent de la Chambre et du Sénat, parce que c'est là qu'Israël exerce son influence, tout au long de chaque carrière, sur chaque représentant à la Chambre et chaque sénateur. Dès qu'ils mettent un pied sur le terrain de campagne, le lobby israélien s'accroche à eux comme de la super glue et les garde pour toute leur carrière. Et donc, ce qu'ils vont faire, en gros, c'est agir en accord avec cet agenda, quel qu'il soit. C'est pour cela que l'administration Trump, pratiquement tout le cabinet, tous les postes principaux, ont été pris. Le premier président de l'histoire, dans ce cas-là. C'est une anomalie. Il doit y avoir une raison derrière cela, et clairement c'est celle-ci. Parce que qu'ont en commun tous ces membres du Congrès, ces sénateurs et les membres du cabinet de Trump? Le lobby israélien, tout simplement. Toi, en tant qu'universitaire, Nima, si tu étais conseiller en politique étrangère ou conseiller à la sécurité nationale, tu pourrais être bien qualifié dans le sens américain du terme. Mais le lobby israélien ne s'intéresserait pas beaucoup à toi, parce qu'il n'aurait eu aucun accès à toi au cours de ta carrière universitaire. Mais si vous étiez un membre du Congrès à votre 6e mandat, c'est une autre histoire. Ils vous veulent. Ils vous veulent parce que vous avez accepté des chèques de l'AIPAC pendant 6 élections consécutives. Alors ils vous veulent comme directeur du renseignement national parce qu'ils ont une relation avec vous. C'est ainsi que fonctionne le système américain. C'est ainsi que Washington fonctionne pour tous les lobbies, mais surtout pour le lobby israélien. En particulier lorsqu'il s'agit de sécurité nationale et de politique étrangère. Voilà comment notre système fonctionne en ce moment. Et je ne pense pas qu'il fonctionne dans l'intérêt de l'Amérique. Je pense que beaucoup de décisions sont prises, que des politiques sont mises en œuvre qui servent les intérêts d'une entité étrangère. Et je pense qu'à ce stade, cela ne fait plus débat. Merci beaucoup, Patrick. Comme toujours, nous avons beaucoup appris. En gros, la politique intérieure, la politique étrangère. Maintenant, tout cela relève de la folie quand on regarde l'ensemble de la situation. C'est fou. Je cherche une porte de sortie en ce moment, Nima, et c'est vraiment, vraiment difficile d'en trouver une. Mais c'est exactement ce dont nous mettions en garde il y a des semaines et des semaines. Nous avions dit que cela ne se terminerait ni facilement, ni rapidement, ni bien. Et tout ce dont toi et tes invités, et nous-mêmes aussi, avons parlé et mis en garde depuis aussi loin que janvier, est en train de se produire. Et tout ce que la professeure Miranda avait averti très explicitement et continue d'avertir depuis longtemps est en train de se réaliser. Donc cela ne nous procure aucun plaisir de voir cela se dérouler. Et oui, je ne sais pas comment les choses vont évoluer, mais c'est une situation incroyable.
Exactement. Merci Patrick. À bientôt. Merci, Nima.